Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les tableaux de scènes de bataille du 19e siècle, les soldats ressemblent à des quilles élégantes dans un stand de tir? Pendant des décennies, on nous a servi le même mensonge sur l'honneur chevaleresque, la beauté des uniformes et le génie tactique des grands commandants. Mais laissons de côté les manuels scolaires un instant et faisons preuve de logique élémentaire. Imaginez que vous êtes sur un champ. Votre adversaire tient une arme capable de vous tuer à une distance de 500 mètres. Porteriez-vous un cafetan rouge vif ou blanc immaculé, avec des épaulettes dorées? Vous rangeriez-vous en formation serrée, épaule contre épaule, et lentement, au roulement de tambour, marcheriez-vous droit sur les canons des fusils ennemis? Cela ressemble à un délire de fou, à un scénario de suicide de masse. Mais c'est précisément ce que les historiens appellent le grand art militaire du 19e siècle. Ne vous semble-t-il pas que quelque chose ne colle pas ici? Pourquoi des millions de personnes allaient-elles docilement à l'abattoir, comme du bétail à la boucherie, et leurs commandants n'essayaient-ils même pas de préserver leurs effectifs? La réponse que j'ai trouvée vous fera frissonner. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la stupidité. C'était une opération méticuleusement planifiée pour l'élimination de la population excédentaire. Pour comprendre l'ampleur de la tromperie, il faut se plonger dans les détails techniques sur lesquels les guides de musée se taisent pudiquement. Jusqu'au milieu du 19e siècle, l'arme principale de l'infanterie était les mousquets à canon lisse. Leur efficacité était dérisoire. Il était pratiquement impossible de toucher une personne avec un tel fusil à plus de 50 pas. La balle allait n'importe où, sauf à la cible. C'est pourquoi la formation serrée avait un certain sens. Une salve de 1000 fusils pouvait créer un mur de plomb qui toucherait au moins quelqu'un. Mais ensuite, une révolution silencieuse s'est produite, qui aurait dû changer la tactique à jamais, mais qui, pour une raison quelconque, ne l'a pas fait. Le fusil rayé et la célèbre balle Minié sont apparus. C'est une balle conique qui, lors du tir, s'élargissait, s'engageait dans les rayures du canon et tournait sur elle-même. Savez-vous ce que cela a apporté? La portée de tir précis est passée de 70 mètres à 1000 mètres. Réfléchissez à ces chiffres. La puissance létale a été multipliée par 15. Un tireur expérimenté pouvait abattre des officiers ennemis à une distance qui était auparavant considérée comme sûre pour un pique-nique. La logique suggère que dès qu'une telle arme est introduite dans les troupes, la tactique devrait changer instantanément. Les soldats devraient se disperser en tirailleurs, chercher des abris, creuser des tranchées, utiliser un uniforme de camouflage de couleur kaki ou boue. Mais que voyons-nous en réalité? La guerre de Crimée, la guerre civile aux États-Unis d'Amérique, la guerre franco-prussienne. Partout, le même tableau. Des soldats en uniforme vif et démasquant, rouge, bleu, blanc, continuent de se former en colonnes denses et en carrés. Ils lancent des attaques psychologiques contre des positions fortifiées, équipées d'armes rayées et d'artillerie. Ce n'est pas une guerre. C'est une destruction de biomasse calculée mathématiquement. Les généraux connaissaient parfaitement les caractéristiques tactiques et techniques des nouveaux fusils. Ils savaient qu'une attaque frontale contre l'infanterie armée de fusils rayés était une mort à 100% pour 90% des assaillants. Et pourtant, l'ordre était toujours le même. Serrer les rangs et marche. L'histoire officielle tente de justifier cela par l'inertie de la pensée. Selon elle, les généraux étaient de vieux gâteux qui avaient l'habitude de se battre selon les préceptes de leurs ancêtres et n'avaient tout simplement pas eu le temps de s'adapter. Y croyez-vous? L'art militaire est la sphère la plus cynique et la plus pragmatique de l'activité humaine. Si une tactique ne fonctionne pas, on la change. Sinon, on perd la guerre et on perd le pouvoir. Mais ici, personne n'a rien changé pendant des décennies. Comme si le but de la guerre n'était pas de vaincre l'ennemi, mais d'augmenter au maximum les pertes des deux côtés.
Regardez les statistiques des pertes lors des grandes batailles du 19e siècle. Des dizaines de milliers de morts en une seule journée. Et la plupart périssaient non pas au corps à corps, mais à l'approche, étant simplement abattus comme des cibles dans un stand de tir. Pourquoi lancer l'infanterie dans une attaque à la baïonnette sur 1,5 km d'espace découvert sous un feu croisé? C'est absurde si votre objectif est de conquérir un territoire. Mais c'est un plan génial si votre objectif est de réduire la population. Nous en arrivons ici à la question la plus terrifiante. D'où venaient ces armées infinies? Les démographes nous dessinent de beaux graphiques d'une croissance démographique régulière. Mais ces graphiques ne résistent pas à la critique lorsqu'ils sont superposés aux cartes des conflits militaires. Au XIXe siècle, le monde était littéralement en flammes. Des conflits éclataient partout, de l'Europe à la Chine, de l'Amérique du Nord au Paraguay. Et partout, nous observons une particularité. Les armées étaient démesurément grandes par rapport à la base économique qui était censée exister. L'entretien d'une armée de centaines de milliers d'hommes exige des ressources colossales. Nourriture, vêtements, logistique. D'où les pays agraires, où il n'y avait prétendument pas d'industrie développée, tiraient-ils les ressources pour vêtir des millions d'hommes de draps de haute qualité, fondre des millions de tonnes de plomb et d'acier? Ou ces ressources leur ont-elles été léguées en héritage? Il existe une théorie selon laquelle le XIXe siècle fut une période de nettoyage du territoire après une catastrophe mondiale survenue peu de temps auparavant. Peut-être la catastrophe n'a-t-elle pas complètement anéanti les gens, mais a laissé un grand nombre de bouches superflues, ayant perdu leur foyer, leur culture et leurs repères. Ces personnes, privées de mémoire du passé, étaient un matériau idéal. Il fallait les organiser, leur donner des armes et les envoyer s'entretuer afin que la nouvelle élite puisse tranquillement se partager le monde. L'uniforme coloré dans ce contexte n'est pas un hommage à la mode, c'est un marquage. Comme une étiquette sur l'oreille du bétail, pour distinguer son troupeau de celui des autres avant de l'envoyer à l'abattoir. La formation est un moyen de contrôle, pour que personne ne s'échappe. L'attaque à la baïonnette contre les mitrailleuses est un moyen d'élimination accéléré. Rappelez-vous la célèbre charge de la brigade légère à Balaklava. La fleur de l'aristocratie britannique fut envoyée directement sur les canons russes. Pourquoi? Zéro sens militaire. Mais si l'on y voit l'élimination de témoins ou de porteurs de l'ancienne génétique, tout prend son sens. Ou prenez la guerre de la Triple Alliance contre le Paraguay, où 90% de la population masculine du pays fut anéantie. 90%. Ce n'est pas une guerre. C'est un génocide sous le couvert d'opérations militaires. L'histoire officielle nous dit « c'est comme ça que ça s'est passé, des combats acharnés ». Mais la mathématique de la guerre dit le contraire. Pour tuer autant de personnes avec les armes ordinaires de l'époque, il faut que les victimes aillent elles-mêmes sous les balles et ne résistent pas. Et elles y allaient. Elles étaient menées par des commandants qui comprenaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Nous avons l'habitude de considérer les généraux du passé comme des héros. Napoléon, Wellington, Suvorov, Grant, on leur érige des monuments. Mais et si leur tâche principale n'était pas la défense de la patrie, mais l'accomplissement d'un quota de réduction de la population? Et si toutes ces belles manœuvres sur les cartes n'étaient qu'un écran de fumée, cachant un monstrueux mécanisme de moisson? Et le plus intéressant, qui leur donnait ces ordres? Car les rois et les empereurs n'étaient peut-être eux aussi que des marionnettes, entre les mains de ceux qui contrôlaient réellement le processus de réinitialisation du monde. Ceux qui ont décidé que l'ancienne humanité devait disparaître sous terre, laissant la place à une nouvelle civilisation, commode, obéissante et dépourvue de mémoire. Abordons ce dont même les historiens militaires les plus méticuleux se taisent, car cette question détruit toute la structure en carton de la version officielle du XIXe siècle. Il s'agira de la logistique et de l'approvisionnement industriel de ces boucheries mondiales.
Si vous avez déjà essayé d'organiser une sortie dans la nature pour 20 personnes, vous savez à quel point c'est compliqué. Imaginez maintenant qu'il vous faut vêtir, chausser, nourrir et armer un demi-million de soldats, puis les envoyer marcher des milliers de kilomètres sur des routes qui n'existaient pratiquement pas. L'histoire officielle nous dit qu'au milieu du 19e siècle, l'industrie ne faisait que démarrer, les manufactures étaient primitives et le travail manuel prédominait. Mais regardons les photographies et les gravures des soldats de cette époque. Nous voyons des millions de personnes vêtues d'uniformes impeccables de coupes complexes. Ce ne sont pas de simples sacs avec des trous pour les bras. C'est du drap de la plus haute qualité, des coutures parfaites, des accessoires compliqués, des boutons métalliques avec des emblèmes, des ceintures en cuir, des sacs à dos, des shakos. Sortons la calculatrice. Pour vêtir une armée de 500 000 hommes, un chiffre tout à fait réaliste pour les grands conflits de l'époque, il faut plusieurs millions de mètres de tissu de qualité. Où paissaient les troupeaux de moutons nécessaires pour obtenir une telle quantité de laine? Où se trouvaient les filatures et les usines de tissage capables de transformer ce volume? Où étaient les teintureries? Car les uniformes étaient vifs, bleus, rouges, verts. Les colorants chimiques n'étaient pas encore produits à une échelle industrielle aussi massive qu'on nous le dit. Et les colorants naturels nécessitent des surfaces colossales de culture d'indigo ou de garance. Nous ne voyons pas ces usines dans les documents historiques en quantité suffisante. Nous ne voyons pas les chaînes logistiques d'approvisionnement en matières premières. On a l'impression que ces armées se matérialisaient de nulle part, déjà entièrement équipées. Ou, ce qui est beaucoup plus probable, ces entrepôts ont été hérités par les nouveaux dirigeants d'une civilisation précédente, plus développée, et ils ont simplement été ouverts. La situation est encore plus absurde avec les armes. On nous parle de forgerons armuriers qui forgeaient les canons à la main. Mais regardez les fusils du milieu du 19e siècle. Ce sont des produits de haute standardisation. L'interchangeabilité des pièces est un niveau technologique que notre civilisation n'a officiellement atteint qu'au XXe siècle avec la chaîne de montage d'Henry Ford. Pourtant, pendant la guerre de Crimée ou la guerre civile aux États-Unis d'Amérique, les soldats avaient entre les mains des armes fabriquées avec une précision industrielle. Des millions de canons. D'où venaient-ils? Si l'on en croit les données officielles sur le nombre d'usines métallurgiques et leur productivité, la coulée et le traitement d'une telle quantité d'acier auraient pris des décennies. Or, les guerres éclataient instantanément, et il y avait suffisamment d'armes pour tout le monde. Cela suggère que les généraux ne produisaient pas les armes, mais les prenaient dans les arsenaux abandonnés après la catastrophe. Regardons maintenant sous nos pieds, littéralement. Jetez un œil aux photographies des villes du 19e siècle. Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris, New York, les villes du Far West américain. Que voyons-nous dans les rues? De la boue. Une boue liquide et impraticable jusqu'aux genoux. Il n'y a pratiquement pas de route pavée en dehors des avenues principales. Et pourtant, on nous dit que des armées de centaines de milliers d'hommes, avec leurs convois, leur artillerie et leurs cuisines de campagne, se déplaçaient sur ces routes. Imaginez le poids d'un canon de l'époque. Plusieurs tonnes. Traînez-le sur de l'argile détrempée avec des roues en bois. C'est physiquement impossible. Les chevaux s'y enfonceraient. Pourtant, chaque cheval a besoin de 10 kg d'avoine et de foin par jour. Le convoi de fourrage pour une armée devrait être plus long que l'armée elle-même. La logistique d'approvisionnement de telles masses d'hommes, en l'absence de chemin de fer, ou dans leur état embryonnaire, et de routes nationales décentes, est une pure fantaisie. Mais les armées se déplaçaient. Elles manœuvraient, parcouraient des milliers de kilomètres. Comment? La seule explication raisonnable est que la chronologie officielle ment. Soit le réseau de transport était complètement différent, et nous voyons déjà les conséquences de sa destruction, ce fameux déluge, ou les villes ensevelies sous la boue. Soit ces guerres avaient un caractère de nettoyage local, où des marches forcées à travers les continents n'étaient pas nécessaires.
Et les historiens ont ensuite exagéré l'ampleur des événements pour cacher la réalité. Remarquez le contraste étrange. Les soldats sur les vieilles photos ressemblent à des extraterrestres sur fond de paysages environnants. Leur uniforme est impeccable, leurs bottes sont cirées, et tout autour, des ruines, des cabanes en bois bancal et une mer de boue. Ils ne ressemblent pas à des défenseurs de ces lieux, mais à un corps d'occupation débarqué sur une planète sauvage où une catastrophe vient de se produire. Et c'est ici que nous abordons la contradiction technique la plus intéressante. L'artillerie, les forteresses étoilées. Partout dans le monde sont dispersées ces constructions géométriquement parfaites. L'histoire officielle dit qu'elles ont été construites pour se défendre contre les boulets de canon. Mais les ingénieurs et les fortificateurs savent. La forme en étoile est inefficace contre le tir courbe des mortiers, qui existait déjà. Par contre, une telle forme est idéale pour les processus ondulatoires, pour l'acoustique ou pour l'énergie. Et voilà qu'au XIXe siècle, l'infanterie armée de fusils prend d'assaut ces gigantesques structures, bâties en granit et en pierre avec une précision d'orfèvre. Cela ressemble à une bataille de fourmis sur un microcircuit. Les soldats n'ont pas utilisé le potentiel de ces forteresses. Ils les ont simplement utilisées comme des tas de pierres derrière lesquelles se cacher. Cela prouve que les belligérants n'ont pas construit ces ouvrages. Ils les ont trouvés. Ils n'en comprenaient pas la véritable destination. Ils ont simplement utilisé les ruines d'un grand passé comme décor pour leurs pièces sanglantes. Il y a un autre fait qui vous fera dresser les cheveux sur la tête. La médecine. Dans les conditions d'insalubrité dont nous parlent les manuels, toute blessure aurait dû entraîner la gangrène et la mort. Sans antibiotiques, sans stérilisation. Les pertes dues aux maladies auraient dû être 10 fois supérieures aux pertes au combat. Elles l'étaient, mais pas au point d'arrêter la guerre. On a l'impression que la ressource humaine était simplement inépuisable. Comme si, quelque part, une chaîne de production d'hommes adultes fonctionnait, les envoyant directement au front. Ou alors, la population de la planète avant le milieu du XIXe siècle était d'un ordre de grandeur supérieur à ce que nous montrent les graphiques, et nous assistons à la fin de son processus de réduction. Rappelez-vous les photographies des champs de bataille après la bataille, des montagnes de corps, et pas un seul infirmier. Ils sont simplement jetés dans des fosses. Une telle attitude envers leurs propres soldats est impossible dans une société où la vie d'un citoyen est valorisée. Mais elle est absolument normale dans le cadre d'une opération d'élimination de matériel biologique. Les généraux n'ont pas ménagé leurs obus pour détruire leur propre ville. Analysons justement cela. L'étrange amour des artilleurs du XIXe siècle pour la destruction totale des plus beaux chefs-d'œuvre architecturaux qui, soi-disant, avaient été construits par leurs ancêtres. Pourquoi les villes après les bombardements ressemblaient-elles à un endroit où une bombe atomique aurait explosé et où sont passés les habitants de ces métropoles incendiées? Jetons un nouveau regard sur les photographies de ruines que l'on nous présente comme les conséquences de guerres ordinaires. Ouvrez les archives et regardez les panoramas de Sébastopol après la guerre de Crimée, ou les clichés de Richmond et d'Atlanta après la guerre civile aux États-Unis d'Amérique. Que voyez-vous? La version officielle affirme « ce sont les résultats de bombardements d'artillerie avec des boulets de canon en fonte et d'incendie ». Mais n'importe quel ingénieur en bâtiment ou expert en explosifs vous dira qu'une terrible tromperie se cache ici. Ce qui est capturé sur ces clichés est impossible à réaliser avec de la poudre et de la fonte. Nous voyons des quartiers réduits en poussière. Nous voyons des bâtiments en pierre massifs, dont il ne reste que des carcasses, dressées comme des dents pourries. Nous voyons des briques et du granit fondu, qui ont coulé comme du beurre. Quelle température faut-il pour faire fondre une maçonnerie de briques? Ce sont des milliers de degrés. Un incendie domestique ordinaire ne génère pas une telle température. Un boulet, même explosif, laisse un trou, peut faire s'effondrer un mur, mais il ne transforme pas une immense ville de pierre en un paysage lunaire.
Ces photographies rappellent de manière effrayante les chroniques d'Hiroshima, de Nagasaki ou de Dresde en 1945. C'est une destruction totale. La nature des destructions indique l'utilisation d'armes d'une puissance colossale dont on a oublié de nous parler. Peut-être l'artillerie du XIXe siècle n'était-elle qu'un écran, achevant ce qui avait déjà été détruit par un impact de haute technologie, ou bien, sous le couvert de dépôts de poudre, des dispositifs tout autres explosaient-ils. Observez les arbres sur ces photos. Souvent, sur fond de maisons en pierre rasées jusqu'aux fondations, se dressent des troncs d'arbres intacts, juste légèrement brûlés. C'est un signe caractéristique d'une onde de choc d'un certain type, qui détruit les structures rigides, mais contourne les objets flexibles. Les boulets de canon en fonte ne fonctionnent pas ainsi. Ce sont les traces de l'utilisation de technologies capables d'effacer des villes de la surface de la Terre en quelques minutes. Et ici se pose la question, pourquoi ? Pourquoi les envahisseurs transformeraient-ils un trophée désiré en cendres radioactives ? Car le but de la guerre est la capture de ressources et d'infrastructures. La réponse est terrifiante par sa simplicité. Ce n'était pas une guerre de conquête, c'était une guerre d'anéantissement de la mémoire. Ces villes, de magnifiques cités antiques avec de larges avenues et une architecture cyclopéenne, n'appartenaient pas à ceux qui les assiégeaient. Elles appartenaient à l'ancien monde. Les nouveaux dirigeants qui ont pris le pouvoir après la catastrophe ne pouvaient pas permettre à ces témoignages de la grandeur passée d'exister. Ils devaient détruire l'idée même que les gens vivaient mieux avant, construisaient plus grandiosement et possédaient des technologies inaccessibles au XIXe siècle développées. C'est pourquoi les villes étaient rasées. C'est pourquoi les magnifiques palais et aqueducs étaient déclarés bastions et soumis à un bombardement impitoyable. C'était un démantèlement de civilisation sous le couvert d'opérations militaires. Et maintenant, regardez les rues des villes qui, soi-disant, n'ont pas encore été touchées par la guerre. Les premiers daguerréotypes du milieu du XIXe siècle, Paris, Moscou, Saint-Pétersbourg. Elles sont vides. On nous parle d'un temps de pause long, à cause duquel les personnes en mouvement n'auraient pas été capturées. Mais c'est un mensonge pour les écoliers. Un temps de pause long transforme une foule en un brouillard flou, en des fantômes, mais ne l'efface pas sans laisser de traces. Et sur les photos, des villes mortes, des avenues vides, des volets fermés. Où est la population d'1 million d'habitants? Où sont les marchands, les cochers, les dames qui se promènent, les enfants qui jouent? Il se crée une forte impression que ces villes étaient déjà désertes avant que les troupes des nouvelles empires n'y entrent. Les armées du XIXe siècle ne venaient pas conquérir, elles venaient peupler des ruches vides. C'étaient des pillards à l'échelle planétaire, qui occupaient les maisons abandonnées, hissaient leurs drapeaux et réécrivaient l'histoire à leur guise, inventant rétroactivement des noms de rues et des dates de construction de bâtiments. Où sont passés les gens? Et d'où sont venus les nouveaux? Nous abordons ici une énigme démographique qui fait exploser le cerveau. Le milieu du XIXe siècle est l'époque d'institutions étranges. Dans tous les grands pays, des maisons d'éducation et des orphelinats gigantesques surgissent comme des champignons après la pluie. Les statistiques sont tout simplement choquantes. Dans certaines villes, le nombre d'enfants sans parents atteignait des dizaines, voire des centaines de milliers. D'où vient une telle quantité d'orphelins? L'histoire officielle marmonne quelque chose sur les épidémies et la pauvreté. Mais même dans les périodes les plus sombres du Moyen Âge, un tel pourcentage d'enfants abandonnés n'existait pas. Les enfants ont toujours été une valeur, une force de travail, la continuation de la lignée. Et là, des armées entières d'enfants élevés par l'État. Il existe une hypothèse terrifiante, selon laquelle ce fut la nouvelle humanité. Des enfants enlevés à la population survivante, ou, ce qui est encore plus fantastique, élevés artificiellement pour peupler les territoires nettoyés. Ce sont eux qui sont devenus ces soldats qui marchaient aveuglément vers les mitrailleuses. Un homme sans racines, sans mémoire de ses parents,
élevé dans la caserne d'une maison d'éducation, est un bio-robot idéal. On peut lui inculquer n'importe quelle histoire. On peut lui dire que ses ancêtres étaient des singes, que le monde est apparu hier, et que l'empereur est le vicaire de Dieu. Il n'a pas de grand-mère pour lui raconter la vérité au coin du feu. Il n'a que le sergent et le caporal. Ces orphelins sont devenus la base des armées qui ont broyé les restes de l'ancien monde dans les broyeuses des guerres de Crimée, franco-prussiennes et civiles. Nous voyons une opération spéciale globale de remplacement de population. L'ancienne population, mémorielle, fière, a été détruite par des catastrophes et des purges. Les villes restantes ont été détruites par des armes de haute technologie, camouflées en guerre. Et sur les ruines, de nouvelles personnes ont été importées, à qui l'on a donné des technologies primitives, une fausse histoire et des fusils entre les mains, afin qu'elles gardent le périmètre et achèvent les témoins survivants. C'est pourquoi la tactique était si absurde. La vie de ces nouvelles personnes n'avait aucune valeur pour les organisateurs. Il y en avait beaucoup, on pouvait les produire par lot. L'essentiel était d'effacer de la surface de la Terre tout ce qui rappelait l'âge d'or. Et un autre détail qui ne me laisse pas en paix. D'énormes portes dans les bâtiments anciens, des marches gigantesques, des plafonds très hauts de 5 mètres, des poignées de porte au niveau du visage d'un homme moderne. Pour qui cela a-t-il été construit? Pour des soldats d'1,60 m qui périssaient par milliers à Sébastopol? Évidemment non. Ces bâtiments ont été conçus pour une autre race, pour des gens d'une taille et de capacités physiques différentes. Et la guerre du 19e siècle est la guerre des Lilliputiens dans le pays des géants tués. Les Lilliputiens ont occupé les palais, mais ne pouvaient pas les chauffer. Alors, ils installaient de misérables poêles bourgeoises, dont les tuyaux sortaient par les fenêtres. Ils ne pouvaient pas utiliser la technologie. Alors, ils arrachaient le câblage des murs, que nous prenons pour du décor, et le refondaient en balles. Comment nous ont-ils fait croire que nous sommes le summum de l'évolution, alors que nous ne sommes que des descendants dégénérés, ou pire, une espèce de remplacement sur les ruines des dieux? Nous parlerons de la façon dont, à travers la culture, la littérature et l'éducation, on nous a inculqué le syndrome de l'impuissance apprise et fait en sorte que nous soyons fiers des chaînes de cette fausse histoire. Préparez-vous, la prise de conscience de l'ampleur de notre héritage volé sera douloureuse. La partie la plus amère et la plus douloureuse de notre enquête, car elle concerne notre propre perception de la réalité. Nous avons l'habitude de nous considérer comme le summum de l'évolution, la couronne de la création, des êtres qui ont conquis l'espace et créé Internet. Mais, et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si nous-mêmes étions le résultat d'une longue opération d'effacement de la mémoire et de substitution de l'histoire? Imaginez que vous vivez dans une immense maison encombrée qui ne vous appartient pas. Vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne comprenez pas le but des pièces et des mécanismes. On vous dit que c'est votre maison, mais en réalité, vous n'êtes qu'un locataire temporaire, obligé de maintenir l'ordre et de croire ce que les propriétaires vous disent. Depuis l'enfance, on nous apprend à être fiers des réalisations des 19e et 20e siècles. On nous montre de belles images de locomotives à vapeur, des premiers avions, des ampoules d'Edison. Mais la vérité est que toutes ces percées ne sont qu'une pâle imitation de ce que possédaient les gens qui vivaient avant la catastrophe. Nous n'avons pas inventé la roue, nous l'avons simplement trouvée. Nous n'avons pas construit les pyramides, nous les avons seulement réparées. Nous ne connaissons pas un centième de ce que savaient nos ancêtres. On nous a privés de connaissances, ne nous laissant que des fragments à partir desquels nous essayons de reconstituer une mosaïque, sans comprendre qu'il s'agit de fragments de miroirs brisés. Nous ne voyons qu'un reflet, déformé et tronqué. Commençons par la culture. Où sont les grandes œuvres d'art du 19e siècle? On nous montre des tableaux impressionnistes qui ressemblent à des dessins d'enfants comparés aux peintures de la Renaissance.
On nous propose d'admirer une poésie qui est inférieure en profondeur et en beauté aux poèmes des Grecs anciens et des sages chinois. Dans la littérature, nous voyons des romans dont les intrigues tournent autour de problèmes quotidiens et de passions bourgeoises. Où sont les héros capables de déplacer des montagnes qui figuraient dans les mythes et légendes? Où est la philosophie capable d'expliquer l'ordre du monde? Tout se réduit à des passions primitives, à la lutte pour le pouvoir et l'argent. Et même les découvertes scientifiques du XIXe siècle apparaissent comme de timides pas comparés aux technologies que nous trouvons dans les ruines antiques. Ensuite, tournons-nous vers l'éducation. On nous apprend à l'école et à l'université à croire en l'histoire officielle, en l'évolution de Darwin, aux lois de la physique de Newton. On nous inculque que tout cela est la vérité ultime. Mais que se passe-t-il si tout cela n'est qu'un système de coordonnées commodes dans lequel il est facile de nous contrôler? On nous apprend à penser de manière linéaire, sans dépasser les concepts proposés. On nous habitue à l'idée que l'homme n'est qu'un animal et que tous ses rêves et aspirations se réduisent à la satisfaction des instincts. On nous inculque un complexe d'infériorité, nous forçant à penser que nous ne pouvons rien faire, que nous sommes stupides, que nous devons obéir. C'est précisément ce que l'on appelle le syndrome de l'impuissance acquise. On nous a habitués à l'idée que nous sommes incapables de changer le monde, que nous ne sommes que des rouages dans une immense machine. Nous avons peur de poser des questions, de douter, de chercher des réponses. Il nous est plus facile de croire aux mensonges que de faire face à la vérité. Il nous est plus facile de regarder des séries et de consommer de la restauration rapide que de penser au sens de la vie. C'est là le principal résultat d'une opération séculaire de démantèlement de l'humanité. On nous a transformés en consommateurs sans volonté, incapables de rien d'autre que l'obéissance et la consommation. Et ce système fonctionne parfaitement. Rappelez-vous comment on nous apprend à considérer le passé. Nous devons ressentir de la fierté pour les victoires de nos ancêtres, mais nous ne devons pas penser à leurs connaissances, leur technologie et leurs capacités. On nous montre de belles images de défilés et de drapeaux, mais on ne nous raconte pas les événements réels, les terribles secrets qui se cachent derrière ces images. On nous propose de croire en l'histoire officielle, mais on ne nous donne pas la possibilité de connaître la vérité. Nous, comme des chatons aveugles, tâtonnons dans l'obscurité, sans comprendre qu'autour de nous se trouve un monde rempli de connaissances et de mystères. On nous donne des miettes, et ensuite on s'étonne de notre ignorance. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Nous craignons la vérité car elle pourrait détruire notre monde habituel. Nous préférons vivre dans des illusions plutôt que d'affronter la réalité. Nous défendons l'histoire officielle parce qu'elle nous donne un sentiment de stabilité et de sécurité. Nous craignons ceux qui disent la vérité parce qu'ils détruisent notre petit monde douillet. Mais la vérité est que c'est la peur qui nous empêche de voir la réalité. C'est la peur qui nous prive de liberté. C'est la peur qui fait de nous des esclaves. C'est pourquoi il est si important de poser des questions. C'est pourquoi il est si important de douter. C'est pourquoi il est si important de chercher des réponses. Parce que ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous libérer de l'emprise du mensonge. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons retrouver notre mémoire volée. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons comprendre qui nous sommes réellement, d'où nous venons et où nous allons. N'ayez pas peur de regarder la vérité en face. N'ayez pas peur de douter. N'ayez pas peur de poser des questions. Parce que c'est là notre seule chance de survie. Nous devons comprendre que la guerre du XIXe siècle n'est pas seulement une succession de batailles. C'est une guerre pour notre conscience. C'est une guerre pour notre âme. C'est une guerre pour notre avenir. Et cette guerre, nous devons la gagner. Peut-être sommes-nous au seuil d'une nouvelle réinitialisation. Trop d'indices montrent que la civilisation actuelle a épuisé ses ressources et est devenue incontrôlable. Épidémies, anomalies climatiques, menaces de conflits mondiaux. Tout cela est un scénario qui s'est déjà déroulé il y a 200 ans. Ils veulent refaire le coup. Ils veulent nous remettre à zéro, nous enfermer dans un camp de concentration numérique et effacer les restes de notre mémoire.
Mais cette fois, nous avons un avantage. Nous connaissons leurs méthodes. Nous voyons leurs ruses. Nous comprenons qu'une attaque à la baïonnette contre des mitrailleuses n'est pas de l'héroïsme, mais un carnage. Nous ne voulons plus être de la chair à canon. Que devons-nous faire dans cette situation? Avant tout, ne pas croire aveuglément aux dogmes officiels. Étudier, analyser, comparer. Chercher des artefacts dans nos villes, regarder sous nos pieds, lire entre les lignes des vieux livres. Préserver les connaissances et les transmettre à nos enfants. Ils nous ont volé notre passé pour nous priver de notre avenir. Mais tant que nous nous souvenons, tant que nous doutons, nous sommes vivants. Nous sommes les héritiers de la Grande Tartarie, de l'Atlantide, ou quel que soit le nom de cet empire mondial dont nous appelons les ruines notre maison. Dans nos veines coule le sang des bâtisseurs de forteresses stellaires, et non celui de cerfs. Cette histoire de fusils et d'épées n'est qu'un petit épisode dans l'immense drame de l'humanité. Mais en tirant ce fil, nous pouvons démêler toute la pelote de mensonges. Le monde n'est pas tel qu'on nous le dépeint. Il est plus complexe, plus terrifiant, mais aussi plus beau. Nous vivons dans une matrice qui craque de toutes parts, et il ne dépend que de nous de savoir si nous redeviendrons de l'engrais pour un nouveau cycle, ou si nous pourrons reconquérir notre droit à une histoire véritable et à notre libre arbitre. Réveillez-vous, le temps est venu. Étudiez le passé afin de ne pas devenir une victime à l'avenir. Et rappelez-vous, la vérité est toujours quelque part. Il suffit d'ouvrir les yeux et de cesser de marcher au pas.